Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer si ça vous convient, ça va faire venir les retardataires. Je me présente, Laure-Élise Brivois, je suis chargée de développement territorial et innovation sur les sujets de responsabilité sociétale de l'établissement. Donc merci à tous d'être présents. Bienvenue à ce premier événement de la communauté développement durable qui vient d'être lancé donc fin mai sous l'impulsion de Vincent Huot, qui est vice-président à la transition énergétique et à l'immobilier, et avec l'accompagnement de Florence Damour, qui est notre déléguée responsabilité sociétale de l'établissement. Cette communauté thématique, elle vient donc d'être lancée. Il y a déjà 300 membres. Le but, c'est d'inclure l'interne, donc les personnels de l'Université de Lorraine qui sont intéressés à ces thématiques, et évidemment l'externe, le territoire, les partenaires socio-économiques. Nous, Lucie, qui va se présenter, et moi-même, nous appartenons à la direction de l'entrepreneuriat et des partenariats socio-économiques au sein de l'Université de Lorraine. Et l'objectif de ces communautés thématiques, c'est justement de favoriser les liens entre les expertises et les compétences de l'université et le territoire, les partenaires socio-économiques. On y propose dans leur sein des temps de partage, des ressources partagées, des bonnes pratiques. Et le but, c'est également d'être un laboratoire d'expérimentation pour initier des projets bilatéraux ou alors des projets multipartenariaux sur mesure. Et sachez également que nous sommes évidemment à votre écoute pour vous accompagner aussi dans vos recrutements, dans vos projets de recherche appliqués. On peut même travailler sur des projets de chaire, etc. Pour la communauté développement durable qui vient d'être lancée, on travaille par temps fort, par thématique, et les prochaines thématiques qui vont se dérouler à l'automne sont en lien, dans un sens, avec ce premier événement sur la transition énergétique, puisqu'on parlera d'économie d'énergie, de sobriété numérique, mais également de la thématique des mobilités ou encore des déchets. Voilà, de nombreuses sous-thématiques sont sous ce chapeau, effectivement, de la communauté développement durable. Donc là, aujourd'hui, c'est un sujet prégnant et très actuel pour les organisations que l'on vous propose aujourd'hui. Donc, favoriser la transition énergétique au sein des organisations. Et pour cela, on a le plaisir de vous proposer un beau panel d'intervenants et donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir via le chat. Et nous, Lucie et moi, nous nous occuperons de relayer justement vos questions à la fin de la table ronde, donc d'ici une petite heure. Et donc, je passe la parole à ma collègue Lucie Sesca. Oui, eh bien, je vais compléter juste les propos de Laure-Élise. Effectivement, j'occupe le même poste qu'elle, mais sur une thématique bien différente et qui a des points communs puisqu'on est ensemble aujourd'hui sur la bioéconomie, qui vise à l'économie, ça vise à réduire l'utilisation des ressources fossiles en créant un nouveau procédé industriel qui utilise les ressources naturelles, à bon escient évidemment. On n'est pas ici pour utiliser mal les ressources naturelles. Et en ce sens, voilà, il y a plein de projets qui se développent et la communauté thématique en découle. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 250 membres et plusieurs projets se dégagent actuellement au sein de l'Université de Lorraine et avec les partenaires socio-économiques, notamment autour des biomolécules, de l'énergie, des matériaux biosourcés. Voilà, l'idée c'est vraiment de s'ancrer avec les ressources qu'on a sur le territoire Grand Est, donc agricole, forestier et industriel. Je vais juste reprendre la présentation pour vous rappeler un petit peu les objectifs de la table ronde du jour, qui sont de contextualiser donc bien le sujet de l'énergie durable et de la transition énergétique, de vous donner des actions concrètes et des solutions pratiques aux organisations grâce à nos intervenants qui ont l'expérience terrain, vous partager des bonnes pratiques, vous inspirer et on espère pouvoir faire naître des idées, des pistes de travail collaboratifs en fin de table ronde. Pour cela et pour répondre à tous ces objectifs, on a trois intervenants de grande qualité avec nous aujourd'hui qu'on est ravis d'avoir, notamment Thierry Wilm, directeur de la mission énergie, transition énergétique, énergie renouvelable et réseau d'énergie de la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que Christelle Sauvage, présidente directrice générale d'Enercop Nord-Est,
et Jérôme Emono de l'Université de Lorraine et plus précisément de l'Institut Jean Lamour, qui est directeur donc de l'innovation. Pour animer toute cette table ronde, on sera accompagné de Maxime Topiac, bénévole au Shifter 54, qui va à son tour se présenter et vous donner un petit peu plus d'éléments de contexte sur le sujet de l'énergie durable avant de laisser place à nos intervenants. Merci Lucie, bonjour à toutes et à tous. Oui, je m'appelle Maxime Topiac, je suis donc shifter bénévole. Ça veut dire que je suis dans l'association The Shifters qui soutient le travail du réservoir aidé The Shift Project qui vise à décarboner l'économie française. Je suis aussi par ailleurs chargé d'études à l'agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle. Alors pour un petit peu mettre en contexte et en lumière ce concept de transition énergétique, je vais vous proposer une présentation de 4 slides qui visent un petit peu à retracer ce qu'on entend par transition énergétique. On pourrait le définir comme le passage d'un modèle de développement basé sur des énergies fossiles abondantes vers un nouveau modèle économique, donc d'interaction et de transformation de choses entre les humains, respectant les limites planétaires. Donc il n'y a pas seulement la question du climat, comme peut le montrer ce diagramme circulaire, on voit aussi que l'être humain dépasse un certain nombre de limites, notamment sur la question de la biodiversité et aussi de la perturbation du cycle de l'azote ou du phosphore par les activités agricoles, par exemple, qui polluent les sols. L'énergie pourrait être définie aussi comme le moteur de l'économie, puisque c'est par elle qu'on arrive à produire des objets, des biens, des services en quantité et en qualité telle que on ne respecte plus les limites de la planète. Par exemple, ce graphique à gauche vous montre la corrélation qu'il y a entre la consommation d'énergie primaire en ordonnée et puis l'évolution du PIB mondial, qui est assez éloquente. Et puis si on raisonne en termes énergétiques pour produire un objet, un service, qui est le rôle des entreprises, on n'a pas seulement les deux composantes capital et travail qui interviennent, mais pour faire fonctionner les machines, on a besoin de ressources. Et on voit que pour l'énergie que peut fournir un humain par rapport aux machines est 200 fois inférieure à celle des machines aujourd'hui. Voilà pour mettre un peu en lumière le rôle de l'énergie. Alors l'énergie, en France, on l'utilise dans quasiment tous les domaines. En premier lieu, celui du bâtiment, donc à travers les secteurs résidentiels, donc les bâtiments des particuliers, et puis le tertiaire, qui est tout ce qui relève des bâtiments des entreprises, des hôpitaux, des écoles, etc., notamment par le biais du chauffage. On utilise aussi l'énergie dans l'industrie, dans l'agriculture et dans les transports. Ce que vous avez encadré de violet, c'est l'usage des énergies fossiles. C'est les énergies qui engendrent le réchauffement climatique. Et donc, est-ce que nous, on va durer? Si on suit la stratégie nationale bas carbone, on pourrait durer pour le climat. Donc, il s'agit de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990. Et pour les consommations d'énergie, il s'agit de les diviser par 2 par rapport à 2012. Donc, l'idée, c'est d'agir du coup en priorité sur les bâtiments, les transports, l'industrie, et se pose aussi la question des émissions que l'on importe par les biens et les services que l'on importe de l'étranger. Si je prends l'exemple du bâtiment, par exemple, on a ce secteur qui est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre, la moitié de la consommation d'énergie consommée sur le territoire français, et un déficit commercial de 15 milliards dû aux importations de pétrole et de gaz. Il y a, pour faire face aussi à cette triple problématique, des plans nationaux, régionaux, notamment le plan de relance qui abonde des projets de transition énergétique pour la rénovation énergétique des bâtiments, le transport, l'agroécologie et aussi l'énergie. Donc, la question, c'est comment on fait et quels obstacles aussi, quels freins sont identifiés dans les organisations pour justement atteindre ces objectifs ambitieux. Pour cela, je vais donner la parole aux intervenants, la possibilité de réagir
à cet exposé, notamment avec vous, par exemple, Christelle Sauvage. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces slides-là? Voilà. Ce que ça m'évoque, ça m'évoque la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui. Voilà, évidemment, nous, en tant qu'acteurs de la transition énergétique, on est nourris, motivés, mobilisés par les constats qui viennent d'être énoncés. Donc avec tous les et nos feuilles de route, évidemment, sont tous les scénarios de transition. Alors, énergétique, hein, pour notre part, donc ce qui est réducteur, hein. La transition, elle doit être plus globale que ça a bien été indiqué. Et donc voilà, nous, en tant que coopérative énergie, c'est plus le domaine de l'énergie qui va nous motiver. Les scénarios de transition, ils existent, heureusement. On a des feuilles de route qui sont diverses, mais globalement, il y a urgence. Il y a urgence. Alors, c'est un peu sur ces constats-là que notre coopérative s'est créée il y a une dizaine d'années. Et on est attaché à bien garder dans la même coopérative, d'une part, l'engagement dans la production d'énergie renouvelable. Donc, on va développer et exploiter les moyens de production, mais surtout, garder l'axe maîtrise de l'énergie, économie d'énergie, réduire nos consommations. Parce qu'en tout cas, nous, ce qu'on a bien compris et ce qu'on a bien intégré, c'est que la transition énergétique, c'était d'abord et avant tout réduire nos consommations d'énergie. Et sans cet axe-là, sans ce volet-là, on n'y arrivera pas. Voilà ce que ça m'évoque. Et donc pour notre part, la moitié des effectifs de la coopérative sont des ingénieurs qui travaillent tous les jours à la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, comment faire de la rénovation globale performante, comment atteindre les objectifs passifs, basse consommation, etc. Comment ne pas tuer le gisement. Je pense que cette petite phrase vous évoque quelque chose, hein. Comment faire en sorte que quand on intervient et qu'on agit quelque part sur un bâtiment, on ne va pas obérer un potentiel d'économie d'énergie qui serait bien supérieur si on avait fait les choses correctement. Ça, c'est une petite perche lancée pour des actions et une vigilance pour le futur. Voilà ce que ça m'évoque, tout ça, et c'est bien le contexte qui nous anime tous les jours en tant que professionnels de l'énergie. Thierry Wilm, sur les freins et les obstacles à la transition énergétique dans les organisations. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Les freins et les obstacles, j'aimerais d'abord réagir par rapport à la slide que vous avez montrée avec la corrélation très forte qui est démontrée entre PIB et consommation d'énergie primaire. C'est d'abord un constat d'échec. Donc, il y a nécessairement des freins si on est sur un constat d'échec. C'est qu'on n'a pas su décorréler ces deux courbes. Et c'est le constat d'échec de ce qu'on a qualifié en son temps de développement durable. On a probablement raté la porte dans les décennies précédentes et il va falloir, à l'évidence, changer de modèle et accepter des modifications profondes dans nos modes de production, mais aussi de consommation, dans nos manières d'être collectives et individuelles. Les freins, par rapport à l'immensité de la tâche qui est devant nous, moi, les freins que je vois dans la collectivité dans laquelle nous œuvrons avec une équipe d'une quinzaine d'ingénieurs, donc une équipe chevaux légers qui dispose de quelques moyens intellectuels, mais n'a pas forcément prise sur tous les leviers. C'est d'abord la capacité humaine, la capacité financière à faire face au regard de l'urgence qui est avérée et qui a fait l'objet d'une prise de délibération conjointe par la double collectivité Eurométropole et Ville, urgence climatique, qui a été déclarée par délibération avec un certain nombre de mesures adoptées. Et les freins, c'est qu'on ne peut pas, au regard de tout ce qu'il y a à faire, ni humainement, ni financièrement, ni techniquement, ni socialement, tout faire en même temps, et qu'il va falloir prioriser et en même temps accélérer, radicalement changer de manière de faire. Donc le défi est majeur. Merci. La transition énergétique occupe un certain nombre d'activités dans votre laboratoire, Jérôme et Monod. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et aussi votre sentiment sur cette nécessité d'accélérer?
la transition. Oui, merci de me donner la parole. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc effectivement, moi, Jérôme Monod, je travaille pour un laboratoire de recherche de l'Université de Lorraine du CNRS. Un gros laboratoire, en l'occurrence, qui a en ce moment à peu près 500 personnes en comptant les non permanents, et un laboratoire qui est sciences des matériaux, au sens large, et donc en réalité plurithématique, puisque on va parler de nanotechnologie, on va parler de matériaux biosourcés, de génie civil, et d'autres, de métallurgie, etc., de mobilité. Voilà, alors pour un laboratoire de recherche, qu'est-ce que ça veut dire ces défis-là? Eh bien, pour moi, en tout cas, c'est la dimension effectivement des thématiques de recherche qui sont explorées dans un laboratoire. Et pour le nôtre, on parle à la fois d'énergie nucléaire, je suis désolé, ça existe, mais aussi de solaire, d'hydrogène, et de tout un autre point qui est très, très important que mentionnait Christelle Sauvage, c'est la problématique de la réduction des consommations. On n'est pas que dans la production et dans le transport de l'énergie, on est aussi dans comment on réduit ces consommations, et c'est quoi ces nouvelles technologies qui le permettent. Dans la mobilité, par exemple, on est beaucoup dans l'allègement des matériaux pour que ça consomme moins d'énergie. Et il y a d'autres très grands défis, on reviendra peut-être dessus, qui sont par exemple la réduction de la consommation énergétique des activités Internet et cloud, qui deviennent le gros consommateur d'énergie dans le futur. C'est ça. C'est notre vidéoconférence qui est enregistrée, donc il va falloir stocker toute cette vidéo quelque part, et comme elle va être partagée, elle va être sur un cloud pour qu'on puisse accéder avec notre téléphone, même si on le fera sans doute pas. Voilà, tous ces défis-là, un peu transverses à l'énergie, c'est des défis qui sont sur lesquels on essaie de contribuer, et surtout qu'on essaie de contribuer pas seul, c'est-à-dire nous, on a des chercheurs, ils font de la recherche, mais on essaie de travailler avec ceux qui développent les solutions. Donc là, je parle plutôt des entreprises. Voilà. Et puis, on reviendra peut-être sur le sujet. Un laboratoire comme une université, c'est aussi une institution, et elle-même doit se poser la question de comment elle doit transiter. Et en général, je reviens sur ce point, le premier point, c'est nous-mêmes, comment on peut diminuer notre consommation énergétique. Et on a commencé le travail d'audit, de bilan, et on voit qu'on a une marge de progrès qui est considérable. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres commentaires sur les freins et les obstacles, on peut passer à la question de comment mettre en place une stratégie au sein de l'organisation à horizon 2030 sur des enjeux de gouvernance. Quel dispositif on met en place dans sa structure pour justement mettre en mouvement toutes les parties prenantes. Si on fait le cercle, on revient à Christelle Sauvage. Voilà, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à la stratégie, elle va être différente selon l'entité. Si c'est une collectivité, si c'est une entreprise, si c'est en fait, la problématique, c'est que tous les échelons doivent se mettre en mouvement, du simple habitant, enfin, du simple citoyen jusqu'au sommet de l'État. Tout doit se mettre en mouvement, et évidemment, à chaque niveau, il doit y avoir une stratégie spécifique, et ça doit se décliner avec des moyens et adaptés. Et c'est ça la difficulté, en fait. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas une recette. Il n'y a pas une recette, et avec les freins qui ont été évoqués en introduction, justement, des ressources humaines et des moyens financiers. Donc là, c'est bien la difficulté. Mais bon, la stratégie, ça va peut-être déjà de connaître la situation. Et c'est peut-être là qu'il y a un défaut, c'est que la plupart du temps,
on va se précipiter tête baissée. Alors, le grand classique pour une collectivité, c'est d'aller mettre du photovoltaïque sur son école. Ben voilà. Je caricature à peine. Donc, c'est très sympathique. Ça a une dimension pédagogique, c'est visible, ça s'inaugure parfaitement. Par contre, d'un point de vue transition, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire en premier. Donc, il y a vraiment la question de la base et de la connaissance de la situation et de la compréhension de ce qui va être le plus important, ce qui va être le plus urgent et le plus efficace. Et donc ça, c'est un enjeu, en fait, de connaître sa situation, de connaître où sont les consommations, où sont les émissions de CO2, où sont, voilà, pour commencer à envisager une stratégie. Et bien souvent, c'est peut-être pas très gentil ce que je vais dire, mais souvent on part un peu dans tous les sens tête baissée sans avoir fait cet état des lieux, hein, qui va permettre de poser le cadre, le contexte, et après de monter le cadre d'intervention. Enfin, je ne sais pas, je vais peut-être laisser réagir sur ce constat. Mais, il me semble que la base, c'est ça déjà, connaître pour agir après. Certains souhaitent réagir. Volontiers, si je puis prendre la parole. Et je vous rejoins, Madame Sauvage, sur ce constat que la tentation est forte face à l'urgence d'y aller tête baissée. Alors je confirme, on y va tête baissée, mais ça n'empêche pas, en temps masqué, de réfléchir aussi. Et c'est vrai que ce sur quoi notre attention a porté les dernières années, c'est véritablement un souci de planification de long terme. Au travers de l'élaboration d'un schéma directeur des énergies. J'aurais pu vous le montrer, mais ce serait trop long. J'aurais pu vous montrer quelques slides à ce propos, de manière à avoir les idées au clair. D'abord, comme vous le soulignez, Madame Sauvage, pour documenter la chose, on part d'où? Quel est l'état des consommations et des besoins énergétiques actuels et prévisibles sur le long terme, dans la perspective qui est la nôtre, d'atteindre à une totale décarbonation et indépendance face aux énergies fossiles à l'horizon 2050. Et cet exercice de planification de long terme, ça n'a l'air de rien, mais vous avez raison, c'est plus important que de poser 3 panneaux sur une école, parce que on pose les jalons qui nous permettent dès aujourd'hui de savoir ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que lorsqu'on va aujourd'hui prendre une décision de réalisation d'infrastructures, d'outils de production de chaleur, lorsqu'on va, au travers des documents d'urbanisme, fixer des normes constructives, on sait très bien que tout ce qu'on met en place a des durées de vie, d'amortissement, qui excèdent l'horizon 2050, et que les bâtiments qu'on va construire aujourd'hui devront nécessairement, en 2050, répondre aux exigences de 2050. C'est tout l'intérêt de la planification, et c'est donc ce qu'il y a de plus important à faire, et nous avons foultitude d'études planificatrices autour de ce schéma directeur des énergies qui en reprennent les grandes lignes et qui vont décliner au travers de schémas directeurs de réseaux de distribution d'énergie, au travers bien sûr du plan climat qui fixe les premières étapes de ce schéma de long terme, et puis au travers d'outils dont on va se doter, d'outils cette fois-ci de programmation, et on a repris quant à nous les référentiels Citergy pour faire une programmation d'action à court, moyen, long terme, et puis des outils aussi de mesure de l'avancement de nos efforts et des résultats qu'ils produisent, et des outils financiers avec notamment les ODD qui sont mis en œuvre chez nous. Donc ça ne veut pas dire, je ne l'ai pas évoqué, que nous n'avons pas un volet opérationnel d'ores et déjà, mais ce qui importe aujourd'hui, c'est de fixer les règles du jeu pour les 30 années qui viennent, parce que l'effort sera générationnel, nous ne ferons pas tout, mais dans une collectivité, on travaille à 6 ans, et durant les 6 ans qui viennent, on entend poser des cliquets irréversibles, et les cliquets, ça veut dire des investissements, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les low-hanging fruits, c'est-à-dire qu'on va essayer de décrocher ce qui est des gains rapides, tout à la fois, sur le volet opérationnel, et puis de faire des choses qui seront, advienne que pourra, irréversibles pour l'avenir, parce qu'une fois qu'on a posé des infrastructures, une fois qu'au travers du plus, on a fixé des règles du jeu, personne n'y reviendra à l'avenir. J'ai été un peu long, pardon. Oui, cet enjeu de connaître le problème est effectivement au cœur
au cœur et préalable à l'action. Est-ce que des outils comme le bilan carbone, comment vous faites pour vous faire accompagner ou pour dresser un diagnostic des consommations d'énergie sur le territoire ou dans votre entreprise? Comment on fait ça? C'est vrai que c'est souvent l'approche carbone, hein, l'approche bilan carbone. Je ne me sens pas du tout bien équipée pour l'approche impact environnemental, ressources et biodiversité. C'est vrai que j'ai l'impression ces 20 dernières années, on s'est beaucoup focalisé sur la problématique CO2 et en fait, on se fait rattraper par l'urgence biodiversité et ressources et matières premières. Et là, il me semble qu'on manque un petit peu qu'on manque un peu d'outils, en fait. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a peut-être pas assez creusé, peut-être que justement, au niveau de la recherche, et peut-être qu'on va on est peut-être décalé par rapport à ce qui existe en fait encore en laboratoire, hein. Peut-être que M. Emono a plein d'outils à nous proposer. Oui, merci de poser la question. Alors, nous, dans notre laboratoire, pas tellement, mais je vais y revenir. Mais oui, oui, des outils sont constructibles. Et ces outils, pour moi, nécessairement, ils doivent présenter une vue assez holistique des choses et pas par le petit bout de la lorgnette. Et je vais revenir sur ce point parce que pour moi, vu de notre lucarne technologique, scientifique, dans les obstacles, il faut se méfier beaucoup du Yaka Faucon. On a dit Yaka mettre un panneau photovoltaïque. Alors nous, on préférait mettre du solaire thermique, je reviendrai dessus, mais ok, mais en réalité, les problèmes sont souvent assez complexes quand on les regarde sur toute la chaîne de valeur, quand on les regarde de façon très globale. Et méfions-nous des solutions rapides et faciles qui nous engagent pour longtemps et qui, au fil du temps, ou si on regarde globalement, c'est pas toujours positif, hein. Il y a des exemples bien connus, notamment les éoliennes. Ok, on fait du renouvelable, mais qu'en est-il des métaux rares qu'on est allé chercher? Qu'en est-il de l'intermittence qui va être gérée? On ne sait pas comment. Au pire, avec de l'énergie super carbonée, là notamment pour les pays en Allemagne ou en Pologne qui ont encore beaucoup de charbon. Donc c'est très systémique tout ça et nous on engage les gens à avoir cette vision complètement globale. Il y a d'autres exemples. Par exemple, maintenant les entreprises vont devoir sous la pression européenne, montrer qu'elles font des efforts, etc. Mais voilà, quand vous êtes fabricant de vitres, que vous faites du double vitrage ou du triple vitrage, ben vous doublez ou vous triplez votre consommation d'énergie, hein. C'est pas compliqué. Mais par contre, le gain pour le consommateur, enfin pour celui qui va utiliser le vitrage, est bien supérieur. Donc, tout ça est compliqué. Je disais tout à l'heure, moi j'ai entendu récemment, vous savez, sur les véhicules hybrides rechargeables. Que finalement la consommation d'essence était très supérieure à ce qui était annoncé. Alors on sait que les constructeurs trichent toujours un petit peu sur les chiffres, mais il n'y a pas que ça. Il y a en fait qu'on a mal intégré l'usage et il semblerait que, et moi j'utilise un tel véhicule, que les gens hésitent à recharger chez eux parce que c'est compliqué, il faut aller se brancher, ils n'ont pas mis le truc, etc. Donc en fait ils roulent pas mal sur l'essence et donc ils consomment bien plus que prévu. Et ça, c'est un problématique d'usage et ce qui est l'ultime frein. L'ultime frein, il faut quand même qu'on change nos manières de vivre. Il faut quand même qu'on change nos manières de faire. C'est pas la techno, on va pas tout régler. Il faut pas rêver. La consommation, on a beau mettre des capteurs à droite à gauche, des lumières qui s'éteignent toutes seules, ça va pas suffire, hein. Donc, pour revenir à est-ce qu'on a des indicateurs géniaux écosystémiques? Dans mon laboratoire, on n'en fait pas, mais au sein de l'Université de Lorraine, il y a quand même des gens qui réfléchissent sur ces sujets-là. L'énergie, il y a des écoles qui travaillent dessus, des UFR, etc. Et il y a des approches qui se veulent un peu plus systémiques avec des indicateurs que j'ai pu voir passer. Mais ça, c'est un vrai sujet, effectivement, parce que le carbone,
on a toujours ce tropisme de l'indicateur assez facile à mesurer et contrôler. Et donc, on dit, ben, on prend celui-là parce qu'on sait le mesurer. Mais il est bon? Non, on n'en sait rien, mais celui-là, on sait chiffrer, quoi. Et ça, c'est un danger qu'on voit souvent. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un des gros dangers, c'est cette histoire d'indicateur qui ne serait pas performant, c'est les usages qu'il faut quand même modifier, et puis c'est une vision globale des sujets et pas par le petit bout de la lorgnette. Maintenant, après, une fois dit cela, on a des approches, on peut mettre en place des approches opérationnelles et à notre échelle de laboratoire. Je peux en parler tout de suite ou plus tard. C'est plutôt sûr d'amener des technologies qui font vraiment la différence, des choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite ou c'est prévu pour un peu plus tard. Peut-être faire réagir sur cette question des usages. Comment on gère les usages parfois imprévisibles de nouvelles technologies ou même des technologies déjà existantes, notamment des énergies. Sur la question des usages, la difficulté majeure qui vient d'être évoquée, et ça je le souligne, c'est la résistance au changement. Hein. Ça, on s'imagine qu'on va pouvoir transposer nos façons de faire et nos façons de vivre actuelles dans d'autres environnements techniques, etc. Alors qu'en fait, non. La transition doit s'accompagner aussi d'un changement de pratique et de façon de faire. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile. Hein. Je crois que la difficulté majeure et qui n'est pas prise en compte, c'est la temporalité du changement. On parle souvent des vitesses de diffusion des technologies. Ça prend du temps et tout le monde le conçoit, de leur conception à leur mise en œuvre, à leur massification. Je suis de ceux qui considèrent que sociologiquement, les mentalités évoluent et à vitesse grand V. Mais dans l'instant, on ne le mesure pas, puisqu'on est pris dans ce mouvement et qu'on est toujours dans nos métiers, dans l'anticipation de ce que devrait être l'idéal des comportements individuels et collectifs. Et je crois aussi qu'il y a un vrai biais cognitif dans le fait que on attend de nos concitoyens qui mettent en œuvre ce que nous, techno, on a à l'esprit. C'est tout le problème de la méthode. On ne peut attendre des citoyens qu'ils adhèrent aux gestes vertueux de sobriété que pour autant on les a associés, qu'on les a inclus dans le débat sur les choix de transition énergétique, donc de sobriété, d'efficacité, de bouquets énergétiques qui feront la mixité énergétique de demain. Si on ne les inclut pas dans ce choix, ils ne se sentiront que modérément concernés, et ils seront bien gentils de se sentir concernés, mais si ça devient leur chose et qu'on partage ça avec eux, je crois que c'est un facteur d'accélération de la prise de conscience, parce que les associer au débat sur la mixité énergétique future, c'est aussi les conscientiser sur les enjeux et pas simplement les infantiliser et considérer qu'avec quelques messages communicationnels, on arrivera à les faire adhérer. Le fait que quelqu'un, chez soi, dans son intimité, adopte hors de tout observateur externe des comportements vertueux nécessite forcément qu'il ait intériorisé ces enjeux. Et ça prend du temps, même au sein d'une entreprise comme Enercop, cette prise de conscience, quel est le rythme? Ça prend du temps. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, on peut mettre en avant que nous avons 1100 coopérateurs, 1100 personnes physiques qui donc souhaitent soutenir notre démarche, et sont engagés donc financièrement. Ils ont pris des parts sociales dans notre coopérative. En fait, chacun est motivé par quelque chose de particulier et chacun agit et fait en fonction de ce qu'il peut faire. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit des groupes et des motivations très très différentes, même au sein même de tout notre sociétariat. C'est très intéressant. Mais justement, cette richesse, ce vivier-là, permet de faire de l'échange et de faire fourmiller, foisonner les idées. C'est très intéressant. Donc, on va avoir des personnes tout à fait motivées par, je reviens aux panneaux photovoltaïques, évidemment, ça c'est le plus simple. Mais moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est des gens qui sont
tout à fait intéressés et qui cherchent qui s'interrogent sur la méthanisation, par exemple. C'est quand même assez différent et beaucoup moins accessible. C'est quand même un sujet beaucoup moins commun que le photovoltaïque. Et il y en a beaucoup qui sont aussi très conscients par la question de la réduction, de la réduction des consommations. Et là, on ne sait pas toujours comment s'y prendre, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a quand même une évolution des mentalités, on sent que ça change. Pour autant, il y a quand même des forces antagonistes. Enfin, moi, il me semble que si on laisse seulement ce travail d'appropriation se faire, on n'y arrivera pas. Le temps nous est compté quand même. 2050, c'est demain. Et quand les citoyens, d'un côté, se mettent à faire du vélo ou prennent conscience que le numérique, finalement, c'est une grosse empreinte environnementale, dans le même temps, il y a une explosion, un foisonnement d'écrans publicitaires qui sont installés partout et qui consomment autant qu'un foyer en électricité. Ça génère quand même une incompréhension totale chez moi notamment. Enfin voilà, je me dis là, on est content et on s'est satisfait que les citoyens comprennent les enjeux et veuillent aller vers la transition, et d'un autre côté, on leur montre une gabegie énergétique comme ça. Voilà, donc il y a quand même aussi un problème de cohérence et des petits coups de patte réglementaires feraient du bien quand même pour accélérer et aller dans le bon sens. Là, je cite cet exemple-là pour moi qui est vraiment l'exemple parfait de forces antagonistes qui arrivent à cohabiter et qui ruinent en fait un certain nombre d'efforts. C'est-à-dire qu'on va faire prendre conscience aux habitants qu'il faut éteindre la lumière en sortant d'une pièce et fermer le robinet en se lavant les dents. Enfin, ça, c'est vraiment les leitmotifs de l'ADEME qui ont 30 ans. Hein. Et puis, vous avez 500 kilowatts qui sont installés dans une rue pour juste dire que justement, limite, il faut penser à se laver les dents et à éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui me mènent dans une perplexité extrême. Voilà. Alors, si je pouvais juste réagir, je suis entièrement d'accord. Pour revenir un petit peu sur les usages et les incitations, la réglementation, etc., je profite parce que je vois sur le chat une petite remarque très juste de Nicolas Dupuis. Éduquer, c'est bien, des fois il faut aider, quoi, hein, financièrement, etc., pour les gens qui sont prêts qui voudraient bien ne pas dépenser énormément d'argent dans leur électricité, dans leur passoire thermique chez eux. Donc il y a ce point-là. Et alors, je suis assez ambigu, l'évolution des mentalités. Si on prend les milléniums, enfin, c'est ceux qui nous intéressent en réalité, on voit bien qu'il y a deux comportements très différents. Il y a les surmotivés, impliqués autour de la transition énergétique, etc. Ils sont prêts à faire la révolution, ils mangent végétarien, etc. Mais c'est pas la majorité, enfin je crois pas. Et on voit bien qu'il y a cet appel, comme dit Christelle, ce problème d'ambiguïté, cet appel à la consommation qui reste là tout le temps et qui envoie des messages un peu contradictoires. Moi, je rebondis effectivement aussi sur le fait que le politique, le territoire et l'État a quand même tout son rôle à jouer dans tout ça. Il ne faut quand même pas l'oublier que on peut amener, et nous ça nous concerne, par exemple, je vais donner un exemple, des technos qui fonctionnent. On peut les travailler avec une entreprise qui peut les mettre sur le marché, mais à un moment, il peut y avoir un surcoût, il y a un coût d'installation, etc. Et ça devient difficilement abordable. Et on sait bien qu'il faut à un moment ce coup de pouce financier, fiscal, étatique nécessaire. Et là, typiquement, je prends l'exemple du solaire thermique, puisque nous, on a beaucoup travaillé avec une entreprise régionale qui est Viessmann pour faire des panneaux beaucoup plus performants. Ils sont sur le marché, ils sont vendus. Mais le solaire thermique, par rapport au PV, n'a pas les mêmes avantages. Et donc, les gens hésitent à l'installer parce que c'est un coût quand même. Il faut changer sa plomberie. C'est pas rien. Et voilà, donc je reviens à mon problème. C'est un problème systémique et c'est multi-acteurs. Et donc, à un moment,
il suffira pas qu'on amène la techno qui va bien. Je prends un autre exemple plus prospectif, l'hydrogène. Alors, on travaille beaucoup sur l'hydrogène, la production, etc., et notamment sur le stockage. Alors, nous, dans une équipe à Épinal, elle travaille à développer des produits biosourcés, à partir de plantes, qui peuvent stocker l'hydrogène. Ça marche très bien. Top, c'est très reconnu au niveau scientifique, etc. Il y a des acteurs industriels de la mobilité qui sont intéressés, puisqu'on va vers une mobilité hydrogène. Mais il y a toute la chaîne de valeur à créer, il y a les facilités, tout ça c'est à faire. Et ça va être très long. Et il faudrait que ça aille très vite. Parce qu'effectivement, 2050 c'est demain, et puis 2030 c'est encore avant demain. Et maintenant on parle beaucoup de 2030. Voilà, donc pour un acteur universitaire, un laboratoire, et je parle du mien, l'Institut Jean Lamour, mais il y en a beaucoup d'autres au niveau de l'Université de Lorraine et du CNRS. Voilà, il faut qu'il se mobilise il peut être là pour accélérer le développement technologique et les innovations. Il faut qu'il le fasse avec des gens qui portent les solutions, donc là je parle des entreprises, mais il faut que tout l'écosystème, notamment territorial, et je pense que c'est quand même assez, on va dans ce sens-là, facilite ces affaires-là. Pour vraiment, l'innovation, c'est mettre cette techno sur le marché avec un usage, une appropriation. Et ben, si c'est le client final, c'est le consommateur, il faut que lui-même il s'approprie cette techno-là. Comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut l'aider, il faut l'éduquer, etc. Voilà, donc pour un laboratoire, ça fait partie de ces défis. Et puis, pour un laboratoire, je le disais en introduction, et ben, lui aussi il fait ça. Il se pose la question de comment il va réduire sa consommation énergétique. Et c'est intéressant parce que à notre toute petite échelle, nous, on voit bien les deux défis. On a deux consommations majeures. C'est la consommation électrique du bâtiment et c'est les trajets domicile-travail. Ah ouais. Donc le premier, franchement, on a des solutions techno. Hein. Parce que nous, le bâtiment, c'est assez subtil. Il y a des capteurs qui font que ça s'allume, ça s'éteint. Le problème, c'est qu'en plein été, ça s'allume aussi. Hein. Il n'y a pas besoin. Donc, on sait que ça coûte du pognon, mais enfin, il y a des technos. Mais l'autre, on rentre dans l'usage. Est-ce que je suis OK pour prendre... Alors, on incite le vélo, il y a plein de gens qui viennent en vélo, mais voilà, c'est pas pareil. C'est différent. Et celui-là sera sans doute un peu plus dur. Il coûte moins cher, beaucoup moins cher, mais c'est plus compliqué. Je pense que c'est typiquement, ça illustre un peu ces difficultés parfois à aller un peu plus vite. Peut-être juste une réaction à ce que dit Jérôme Emono, et ça me parle, et évidemment, à partir du moment où on va inciter à la modification des mobilités, on est forcément dans de la privation de liberté, dans de la contrainte subie. Et pour réagir aussi au chat, oui, on ne peut pas compter sur les seuls comportements vertueux ou supposés tels des citoyens. C'est le rôle de la puissance publique et c'est le rôle des politiques publiques, au travers bien sûr d'un volet réglementaire qui soit d'inspiration nationale ou qui soit mis en œuvre plus localement, comme j'évoquais le plus tantôt, mais on peut évoquer aussi bien entendu le décret tertiaire qui va contraindre, qui va faire voiture-balai sur un certain nombre de choses et faciliter la mise en œuvre. Mais ça s'accompagne. Le décret tertiaire va devoir être accompagné parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le tertiaire commercial, on sait aussi la situation post-Covid et qui est difficile pour les entreprises. Et il va falloir accompagner ça par des politiques publiques spécifiques, de la même manière que la mise en œuvre de la ZFE représente une contrainte et qu'il va nécessairement falloir proposer des solutions de transport alternatifs, les mettre en place au travers d'infrastructures. Il y a un projet majeur à Strasbourg de développement au-delà de ce qui existe déjà et qui est assez significatif sur l'agglomération en termes de mobilité de roues. On va développer le vélo, on va développer des sortes d'autoroutes du vélo, on va faciliter les choses, mais c'est de l'investissement, c'est de l'accompagnement en déclinant
à l'échelle de chacun des besoins individuels. La personne qui a aujourd'hui une diesel qui ne lui permettrait plus à l'avenir de circuler en centre-ville et qui travaille à 5 heures du matin quand les transports en commun ne fonctionnent pas et serait par surcroît dans la seconde couronne où il n'y a pas de transport en commun, il faut mettre en place des solutions. Et donc la bonne volonté, si elle ne peut pas s'incarner dans des solutions concrètes, ne sert à rien, elle est vaine et c'est trop attendre du citoyen. Donc il y a une responsabilité des collectivités aussi à accompagner ça. Alors, d'où la question de prioriser, parce qu'on ne peut pas tout faire. Quelles sont, je sais pas, vos 3 grandes priorités sur l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple? Je sens que c'est à moi de répondre là-dessus. Ah, Sur- c'est assez direct, désolé. Et puis 3, c'est difficile parce que des priorités, on en a de multiples. La première, et je ne vais pas reprendre le triptyque traditionnel, mais évidemment, il faut agir d'abord à la réduction drastique des consommations énergétiques sur le territoire. Ça s'incarne dans toutes les actions de sobriété. Au premier chef, déjà, l'exemplarité des collectivités avec un patrimoine immense qu'il va falloir traiter. Et puis, son corollaire sur le parc bâti privé, où il va falloir faire un effort. Et pour vous situer le niveau d'effort qui est attendu au regard de notre feuille de route plan climat, c'est 8000 logements à traiter chaque année. C'est majeur. Ça va supposer une ingénierie financière particulière, ça va supposer une structuration des filières qui seront en capacité techniquement de faire ça, et ça suppose immensément de modestie parce que je n'aimerais pas laisser à penser que nous aurions la solution toute trouvée. Nous la cherchons encore. Ça, c'est sans doute la première priorité. La deuxième, ça va être de mettre en œuvre les énergies renouvelables aussi rapidement que possible, avec des choix à faire qui sont des choix cornéliens parce que nous faisons le constat qu'il n'y a pas de bonne énergie. Nous avons aujourd'hui sur l'agglomération, et pour ceux qui suivent notre actualité locale, nous avons des débats sur les choix énergétiques qui nous sont ouverts au regard des disponibilités locales. On a un gros débat et avec des échos jusque dans l'IB de collectifs qui se plaignent aujourd'hui des incidences en termes de qualité de l'air issues du fonctionnement de nos biomasses. On a évidemment aussi un débat sur la géothermie profonde, avec les déboires qu'on a connus l'an passé sur l'agglomération, et pourtant un potentiel gigantesque en termes de géothermie profonde. C'est un débat cornélien où forcément les citoyens vont devoir être partie prenante. Et puis si je devais évoquer une troisième priorité, c'est pas une tournure facile, c'est simplement de mettre en cohérence et en corrélation ces objectifs de transition énergétique avec une dimension plus holistique que nos interlocuteurs ont évoqué tour à tour. Il faut être en résonance avec les problématiques de qualité de l'air, avec les problématiques de biodiversité, de qualité de vie plus généralement. Et ça, c'est la grande difficulté. Il faut véritablement non pas faire la transition énergétique envers et contre tout, mais en acceptant aussi très modestement que ce n'est pas le seul sujet, même s'il surdétermine nos avenirs, ce n'est pas le sujet et on ne peut pas réussir une chose en passant à côté des autres enjeux. Et donc ça, c'est vraiment la priorité chez nous. Et puis, je pourrais poursuivre en déclinant opérationnellement comment on essaie de faire, mais je serais sans doute trop long. Bon, alors il est peut-être temps de passer du coup à la partie un peu plus concrète, partenariale et on va dire plus à court terme. Quels sont les sujets de collaboration, de partenariat? Quels conseils aussi vous donneriez aux entreprises et aux structures qui nous regardent pour améliorer leur bilan énergétique, écologique et aussi sociétal au sein de leur entreprise? On peut peut-être commencer par l'énergie avec Jérôme et Mono. Oui, alors nous, j'aurais dit, on est un laboratoire de recherche et on s'adresse essentiellement aux gens qui développent des solutions, donc des entreprises. On n'est
On fait des technos qui vont servir à produire une énergie plus verte, moins la consommer, mieux la transporter, etc. Voilà, je prends l'hydrogène parce que c'est un exemple qui est assez parlant. Alors je dis nous, c'est l'Institut Jean Lamour, mais en réalité, on a plein d'équipes au sein de l'Université de Lorraine qui travaillent sur le sujet, des laboratoires sur l'énergie comme le LEMTA, le RGP, des technos comme le CRAN, et aussi un laboratoire sur l'usage d'ailleurs, l'ERPI, mais aussi un laboratoire d'économie. Tout ça est à disposition et peut travailler, collaborer avec des acteurs économiques, qu'ils soient des entreprises ou des collectivités ou associatifs d'ailleurs. L'innovation collaborative ou la recherche collaborative, c'est quelque chose qu'on pratique depuis très longtemps et qui me semble être une façon d'accélérer les choses. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce qu'on a beaucoup focalisé du fait de notre panel sur les consommations et la problématique du consommateur. Mais l'industrie consomme beaucoup d'énergie, utilise beaucoup d'énergie, et nous, on adresse plutôt souvent cette partie-là. Il ne faut pas l'oublier. Il y a pas mal d'entreprises qui mettent des choses en place, et notamment des choses qui fonctionnent bien, c'est dans des clusters d'entreprises, dans des parcs d'entreprises, des zones industrielles, où on va pouvoir collaborer, mes déchets faisant ta ressource d'énergie, et puis avec toute une gestion, alors là qui est assez sophistiquée, sur lesquels des laboratoires de l'Université de Lorraine sont appliqués, la gestion de la chaleur fatale, quoi. Parce que ça, c'est vraiment un problème, la chaleur fatale. À la fin de l'énergie, vous avez de la chaleur qui ne sert à rien, et qui va faire de la buée, vers des nuages, quoi. Là, il y a une marge importante de progrès important. Alors, pour être un peu concret, donc nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, enfin nous, les laboratoires de l'Université de Lorraine et l'Institut Jean Lamour en particulier, et les gens pensent souvent que c'est assez compliqué, mais en réalité, c'est pas compliqué. Alors, j'avais mis un petit slide, je ne sais pas si vous pouvez le mettre pour expliquer que c'était très simple. C'est pas compliqué. Merci. Normalement, il apparaît. Voilà. Merci Lucie. Voilà, travailler avec un laboratoire public, 6 principes pour ne pas se planter. En fait, des fois, les gens ont l'impression que c'est compliqué, mais en fait, si on ne prend pas les choses dans le bon sens, ça peut l'être. Mais c'est un processus collaboratif. Donc, la première chose, c'est de comprendre l'autre partie qui va collaborer avec vous. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Et ce n'est pas si évident que ça, parce que les gens ne parlent pas la même langue, hein. Un chercheur de laboratoire, il ne parle pas forcément la même langue qu'un entrepreneur. C'est-à-dire, il ne désigne pas les choses par la même façon. La notion de court terme et long terme, ce n'est pas la même, hein. Des choses comme ça. Donc, il faut le temps. Il faut le temps pour dire, notamment, OK, toi, tu fonctionnes comme ça, moi, je fonctionne comme ça. Moi, ce qui est intéressant, c'est quand même que je puisse faire une publication, etc. Ah, toi, c'est de mettre le produit sur le marché, OK. Et puis, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on a vraiment envie de collaborer? Parce que des fois, on y va parce qu'on est un peu dans l'inertie. Alors, on est parti. Et ça se repose sur une étape, c'est quoi les gains de ma collaboration. Alors, j'illustre très simplement. Pour l'entreprise, ça va être, je vais innover, je vais proposer un produit plus rapidement sur le marché, je vais conquérir des marchés. Et puis alors, si c'est sur la transition énergétique, je vais faciliter cette transition, c'est bien, il y a une valeur qui est portée. Et pour un laboratoire, alors c'est un peu plus compliqué parce que il faut savoir à qui on parle. Pour l'université ou le CNRS, c'est de valoriser sa connaissance, de la diffuser, d'en retirer éventuellement des finances, tout comme le laboratoire. Et puis le chercheur, lui, il est toujours motivé aussi pour le défi scientifique, est-ce qu'il va pouvoir faire une belle publi, encadrer une thèse, etc. Et puis quand on parle de transition énergétique, il ne faut pas négliger ses valeurs personnelles. Lui-même peut dire, c'est bien, je participe de ça, etc. Donc, il faut bien comprendre l'autre et savoir ce qu'il va gagner, savoir ce que je vais gagner, ce qu'il va gagner.
Il faut savoir ce qu'on est prêt à mettre dans la corbeille. Quand on collabore, c'est pas, on mouille le maillot, hein, et on partage vraiment. On donne des informations, on donne éventuellement de l'argent, etc. Ça, il faut bien le mesurer. Et puis, ce qui est très important, le 5e point, c'est de commencer par le programme scientifique. À la fin, il va y avoir un contrat. Des fois, on voit les gens nous demandent tout de suite de dire bon, alors on fait le contrat. Mais attendez, on n'est même pas d'accord sur ce qu'on va faire scientifiquement. Et ça, c'est vrai, quel que soit le domaine. Et puis, dans les universités comme au CNRS, comme dans les laboratoires, il y a des acteurs spécialisés pour la partie financière, la partie juridique. Et le plus tôt on les met dans les boucles, le plus tôt on évite des problèmes. Ils sont compétents pour faire ça. Donc, voilà. Alors, c'est ces 6 principes que je vous donne comme ça, qui ont l'air d'être du bon sens, mais s'ils ont l'air d'être du bon sens, c'est qu'ils fonctionnent. Et en respectant un peu ça, si un vrai terrain de collaboration, notamment dans le domaine de la transition énergétique, et notamment nous sur les nouveaux vecteurs énergétiques, par exemple, on peut grandement accélérer les choses. Franchement, le collaboratif avec des laboratoires des chercheurs qui ont envie, j'incite beaucoup parce que ça peut amener beaucoup plus vite des solutions qui fonctionnent. Voilà pour ma part. Sur un exemple concret, est-ce que je peux me permettre Bien sûr. de vous relancer sur, vous avez évoqué tout à l'heure un partenariat de recherche avec Viessmann Oui. sur du solaire thermique. Mmh. Et j'ai senti une petite note de regret. Alors pourquoi je souhaite vous relancer sur ce sujet? C'est parce que moi je constate depuis 20 ans en fait, un désintérêt de plus en plus marqué pour le solaire thermique. Et en fait, moi, j'ai toujours vu ça et vécu ça comme une espèce d'engouement pour le photovoltaïque, parce que c'était la mode, c'était high-tech, et puis facile, très facile, hein. On pose un panneau, on branche, ça y est. Il me semble que le photovoltaïque a occulté le thermique. Pour autant, le thermique a un potentiel énorme en termes de rendement, etc. On est bien meilleur. Alors, il y a le petit bémol du cuivre, si on est sur la question des ressources et des empreintes globales, etc. Donc là, c'est quand même un sujet, une question. Mais voilà, moi, ça fait longtemps que je me dis, mais enfin, c'est quand même incroyable. On ne met plus de solaire thermique, alors qu'en termes de rendement, c'est bien plus performant. Et puis voilà, les usages de chaleur, on en a. Alors, évidemment, bon, bref, il y a quand même de la pertinence au solaire thermique. Et là, maintenant, c'est totalement sous les radars. Il n'y a plus aucun soutien. Et voilà, j'aimerais bien. Il y a un peu quelque chose de dommage, ou alors est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se justifie? Est-ce qu'effectivement, il faut passer à autre chose? Et voilà. Donc, Alors, je vais vous donner quelques éléments de réponse certains sont pas les plus fiables, parce qu'il faudrait interroger nos collègues de Viessmann notamment. Mais enfin, moi, ce que j'ai compris, alors le partenariat qu'on a, il est ancien. Et il a permis à augmenter le rendement, justement, notamment quand il fait très chaud. Parce qu'il y a un problème de surchauffe du fluide caloporteur et donc on part de la physique assez fine. On peut jouer là-dessus en mettant des couches intelligentes. Mais peu importe. Moi, ce que j'ai compris, c'est que après le premier engouement du solaire thermique, il y a eu un problème de labellisation des installateurs. Et donc, il y a eu des installations et qui ont desservi bien sûr le consommateur qui dit ça ne marche pas, etc. Alors, pour une entreprise plutôt haut de gamme comme Viessmann, c'était pas terrible, mais c'était vrai pour tout le monde. Et donc il y a eu ce désengouement et un désinvestissement des aides, si j'ai bien compris, de l'État, qui a tout basculé sur le photovoltaïque. Alors que les rendements n'ont rien à voir. Alors évidemment, le photovoltaïque, il fait de l'électricité, donc c'est quand même un vecteur énergétique qui est plus facile à utiliser que de la chaleur. C'est vrai. D'ailleurs, c'est plus simple à installer. Il suffit de se raccorder sur le compteur. Hein. C'est pas compliqué. Que l'autre, il faut quand même se raccorder sur la plomberie, quoi, le chauffage, etc. Mais on le regrette et on le regrette parce que vraiment les solutions sont
ça fonctionne très bien, quoi. Et Ouais. puis c'est de plus en plus performant, etc. Et en termes de gains énergétiques, c'est formidable, quoi. Donc il y a des mouvements, il y a des modes, il y a eu une incompréhension à un moment, surtout en France, hein. Voilà, les Wiesmann, ils regrettent parce qu'ils perdent du chiffre d'affaires. Enfin, ils en vendent quand même. Mais nous, on continue les travaux Il y a quand même, de R&D. au niveau de la recherche, je crois qu'il y a, ça fait un moment aussi, l'École des mines de Paris travaillait sur des capteurs mixtes, en fait, justement Ouais, ouais. ça existe, hein, ça existe des capteurs mixtes. On envisage même de la climatisation par chauffage thermique, enfin, via le soleil. Mais oui, ça existe. Il y a Pas plusieurs encore, solutions techniques. pas encore Mais franchement des labos. non, non, non. Et puis, c'est pas évident que c'est le plus intelligent à faire, quoi. Mais c'est pas tout à fait les mêmes technologies, hein. Mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À un moment, c'est pas parce que il y a une innovation, ça fonctionne. Alors là, elle est sur le marché, hein, il y a quand même des gens qui l'utilisent, mais à un moment, il faut un coup de pouce, ou en tout cas, là, il y a eu un coup de frein. Et bah, ça bloque. Et il n'y a pas de raison technique ni économique. Mhm. Peut-être une coloration plus positive sur cette question du solaire thermique. Il y a un très bel exemple dans votre région, à Kreutzwald, d'utilisation du solaire thermique pour un réseau de chaleur. Et je ne vous cache pas que nous y songeons et nous avons visité Kreutzwald, qui est une belle initiative et que nous regardons avec grand intérêt. Donc le solaire thermique n'est pas oublié, loin s'en faut, mais nous n'opposons pas le thermique au photovoltaïque. Il faudra les deux, bien évidemment. Merci beaucoup pour cette piste intéressante. Je pense qu'on peut passer à la partie de synthèse. Je vous ferai une petite conclusion d'1 minute avec un outil que vous voulez aussi mettre en avant. Et puis après, on passera à la partie des questions, si ça vous va, les questions du chat. Donc un peu comme à la fin d'un débat régional, votre conclusion et puis votre outil magique. Donc, je vais prendre la parole tout de suite pour ne pas conclure. L'outil magique, c'est l'outil collaboratif, je l'ai déjà présenté. Moi, ma conclusion, voilà, ne faisons pas abstraction de la complexité des choses. On vit dans un monde complexe, tout est assez lié, donc il faut une approche holistique, on l'a dit. Et il ne suffit pas de dire j'ai qu'à mettre la techno, ça suffit. Non, il faut une approche plus globale. Et l'ensemble des laboratoires et composantes de l'Université de Lorraine peut vous aider. Là, je fais un peu de pub. Il faut s'adresser à, vous verrez ça avec Lucie notamment, pour ce sujet. Voilà ma conclusion. Peut-être en contrepoint, la contradiction, les oppositions, le conflit parfois, sont l'essence même de la démocratie, et nous avons, au travers de choix passés, nous avons mesuré aussi qu'ils pouvaient déboucher sur des déboires avec les meilleures intentions, et que la manière d'y arriver, c'est précisément d'être dans une co-construction ou l'animation d'une co-construction avec l'ensemble des forces vives du territoire, les citoyens au premier chef, les associations, les chercheurs, les experts, les industriels, les opérateurs de l'énergie, de manière à ce que les stratégies sur lesquelles nous débouchons de cette manière-là puissent aussi, dans un second temps, être reprises, et que les entreprises, notamment, puissent aligner leur stratégie industrielle sur le territoire, parce que nous avons besoin des industriels. Et j'entendais avec plaisir le débat porté tantôt sur la chaleur fatale que nous développons à Strasbourg massivement. On est sur le point de la développer à très grande échelle dans le cadre d'une reconduction simultanée sur l'ensemble de nos réseaux de chaleur, dont nous doublons les périmètres concessifs, dont nous augmentons très significativement la mixité renouvelable,
Et la chaleur fatale est aujourd'hui la solution qui tient la corde sur un certain nombre de secteurs urbains. C'est vraiment la solution. Mais tout ça doit être ancré dans le débat démocratique qui peut sembler être une perte de temps, qui est en tout état de cause extrêmement chronophage, mais qui est un gage de ne pas, après, tomber sur des écueils en termes d'acceptabilité, en termes de rejet, en termes de non-achat quelque part par les forces vives du territoire. Nous ne pourrons pas, en tant que collectivité, faire les choses seuls, quels que soient les moyens financiers dont nous disposons. On ne fera pas seul s'il n'y a pas des relais, s'il n'y a pas des initiatives reprises à toutes les échelles de la société. Ça, c'est sûr. Oui, pas faire seul. Bah, moi, je pourrais reprendre en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que impossible de faire seul, être en lien, le collaboratif, et en même temps, c'est de chaque instant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul échelon, un seul niveau qui peut s'affranchir de s'engager, et les micro-décisions de tous les jours, en fait, portent en elles les conséquences bah, pour demain en termes de transition. Réussi ou pas, ou raté, hein, et c'est très lourd, mais on peut pas faire l'impasse. Et en fait, moi, enfin, voilà, pour moi, le danger, ce serait de remettre à un niveau, soit territorial, soit d'institution, enfin, quel qu'il soit, la responsabilité de faire. Je pense qu'il faut vraiment être tous conscients que c'est à tous les niveaux que ça se joue, et chaque décision de chaque jour ont un poids. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu. Et je me permets de rebondir effectivement parce que il me semble que tous autour de la table, donc Enercop, l'Eurométropole de Strasbourg et aussi l'Université de Lorraine. Je dis ça parce qu'on a aussi de nombreux auditeurs qui sont acteurs de l'ESR, de l'enseignement supérieur, ou également des collectivités territoriales. Il me semble qu'en fait, chacun de nous, on a un double enjeu, c'est-à-dire effectivement d'intégrer et de faire émerger, enfin d'accélérer la transition énergétique en notre sein, mais aussi de pouvoir le déployer, en tout cas être un acteur de rayonnement et pour favoriser sur le territoire ces enjeux de transition énergétique. Donc moi, je vous rejoins totalement, et c'était la question de Chloé Guillaume. Est-ce qu'il y aurait un outil d'accompagnement, par exemple, au changement et des pistes à envisager, notamment avec les sciences humaines? Pour moi, il y a effectivement deux pans, deux volets dans cette transition. Il y a bien sûr la technique, l'opérationnel, etc., mais il y a cet accompagnement au changement. Et je pense qu'on pourrait réfléchir ensemble à mutualiser nos expertises, à créer de la synergie pour être plus puissant, justement plus en lien avec le territoire, et voilà, se positionner, prendre notre rôle, prendre notre part quand même en tant qu'acteur comme ça à double enjeu, interne et externe. Mais je vous rejoins sur le fait que c'est à tous les échelons évidemment, et certainement aussi voilà, à nous d'essayer de les alimenter, de les sensibiliser, d'accompagner ce changement-là. En termes d'innovation, si je peux me permettre, un outil qui me semble manquer, c'est un outil qui permettrait de rendre visible, concrète et dans la durée, les économies d'énergie, les réductions de consommation. Parce que ça, c'est fondamentalement ingrat. Ça s'inaugure pas du tout, ça se voit pas, et une fois que les premières factures énergétiques sont passées, bah, vous l'oubliez. C'est très, très ingrat, et alors que forcément, je reviens à mon panneau photovoltaïque, le panneau il est posé, on a un beau petit compteur avec la production instantanée, cumulée, on a même parfois des réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées, enfin, ce qui peut poser beaucoup de questions aussi, enfin, voilà. Donc là, on voit qu'on a tout ce qu'il faut pour valoriser la chose. En revanche, transformer un bâtiment public en bâtiment basse consommation, bon, ça se voit pas beaucoup, c'est ingrat à valoriser. Alors pardon, mais ça peut se voir, mais ça demande une comptabilité analytique. À l'échelle de la collectivité, on s'y essaie, au travers du dispositif Intracting. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui permet effectivement, sur la base d'une comptabilité analytique, des coûts évités, Tout à fait. de passer
je vais être un peu technique, de la section de fonctionnement où on paie des charges de chauffage, de passer de l'argent en section d'investissement et de faire boule de neige, d'abord modestement, puis plus massivement, pour investir dans de nouveaux outils de production ou de diminution de la demande énergétique. Donc ça peut exister, mais c'est un vrai effort pour nos collègues, pour le coup, qui sont à la comptabilité, pour faire une comptabilité analytique. Tout à fait. Mais en termes de communication, c'est quand même ardu. Là, il faut aller mettre les mains dans le moteur, extirper les chiffres et on n'a pas d'interface. Alors, il y a une époque, j'ai animé une campagne qui était portée par l'association européenne Énergicité, qui s'appelait l'affichage display, hein, pour les collectivités Mmh. qui menaient des travaux d'économie d'énergie sur leurs bâtiments et donc qui montraient l'amélioration de l'affichage énergétique, hein. Il y avait l'affiche énergie avant, l'affiche énergie après, et tout ce que la collectivité s'était engagée à faire. Donc peut-être que Strasbourg s'était engagé dedans, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc voilà, et c'était basé sur l'aspect de l'étiquette du diagnostic de performance énergétique. Sur le DPE, oui. Mais c'est quelque chose de tout à fait volontaire et porté par l'association Énergicité, hein, de Besançon. Et voilà, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. C'était une campagne européenne, hein, qui s'appelait Display. Mais voilà, en fait, cette valorisation vers le public de la production énergétique, elle est très facile. On a plein d'outils qui existent et c'est facile. Alors que la valorisation vers l'extérieur d'une action d'économie d'énergie, de réduction d'émissions et d'économie d'énergie, c'est pas aussi aisé. Et là, il y aurait vraiment besoin parce que en termes d'attractivité, là, les collectivités, les élus, ils ont aussi envie de montrer des résultats, d'avoir des choses concrètes et de communiquer sur leurs actions. Et donc, voilà, s'il y avait des outils un peu de valorisation de ces actions-là, qui soient efficaces et simples à comprendre, je pense que ce serait intéressant. Alors, je me permets juste de rebondir là-dessus. Nous, à l'Université de Lorraine, au niveau central, on est en plein dans ces questionnements-là, dans ces enjeux d'économie d'énergie, effectivement. Donc, encore une fois, technique, mais surtout, finalement, accompagner le changement des habitudes. Et notamment, le cœur de ce problème-là, c'est un outil qui donne de la visibilité aux efforts que l'on fait, aux efforts et techniques, du coup, financiers également, mais aussi aux efforts humains, dans un sens, aux efforts de chacun. Voilà. Pour ma part, j'avais une autre question à vous poser. Vous avez parlé de méthanisation en début de présentation. On n'a pas trop évoqué ce sujet-là après dans le déroulé. Il y avait eu quelques réactions. Aujourd'hui, est-ce que c'est un modèle envisageable et pour une entreprise et pour une collectivité pour se produire en énergie et que fait-on au niveau de la recherche pour permettre de répondre au débat qu'il peut y avoir entre utiliser simplement du déchet, de l'externalité ou produire des ressources qui vont directement, des ressources alimentaires qui vont directement dans ces méthaniseurs. Qu'est-ce que vous voyez à ce sujet-là et en termes de mise en place, est-ce qu'il y a des pistes envisagées par vos activités? Alors, nous, on est impliqués dans deux typologies très différentes de projets. Le premier, c'est la dimension territoriale où effectivement sont impliqués les acteurs des déchets et où il y a un enjeu effectivement de traitement de biodéchets. C'est ce qu'on appelle des projets territoriaux, hein, qui ont une logique par rapport à un gisement sur un espace donné. Bon, là, en l'occurrence, c'est une échelle départementale. Ces unités-là, aujourd'hui, alors c'est pas du tout. Heureusement, en France, on n'a pas été vers le modèle allemand, qui est souvent, c'est un petit peu, quand on parle de méthanisation, la crainte, c'est ça, c'est le modèle allemand où finalement des productions agricoles vont directement dans le méthaniseur sans passer par la case animaux ou alimentation. Enfin voilà, on finit par faire de la culture pour alimenter. Bon, en France, on cadre quand même un peu ça et on essaie d'y échapper. Ça réussit pas trop mal pour l'instant. Mais donc, il y a cette dimension-là des projets territoriaux qui sont relativement importants. Il me semble, et on est impliqué dans un autre type de projet qui sont des projets beaucoup plus modestes et basés justement sur les gisements d'effluents de la ferme. Où là, c'est un axe d'innovation et de recherche. C'est pas encore. Oui, voilà, on est encore en expérimentation sur cette dimension-là. Et cette dimension, elle est
très importante à creuser parce qu'aujourd'hui, les unités ont plutôt tendance à grossir pour atteindre aussi une certaine logique économique, hein, un certain équilibre économique et ça enfle, ça enfle, ça enfle. Alors qu'il y a des gisements modestes qu'on pourra aller chercher si au contraire on maîtrise bien les dimensions et si on est sur des unités de petite taille. Là, on va pouvoir aller sur des gisements qui ne seraient pas valorisés dans des unités de grande taille. Et au global, la, la- 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 la complémentarité de ces deux échelles, en fait, fera qu'on ira chercher bien mieux ce gisement, en fait. Hein. Gisement fatal. Hein, on parle bien des effluents d'élevage, des déchets de l'agro-industrie, etc. On va pas. Nous, en tant que coopérative énergie, on n'irait pas sur des projets basés sur des cultures énergétiques ou voilà, pas du tout. Mais ça, on a une éthique interne à notre coopérative et voilà, nos sociétaires seraient très très déçus si on s'engageait sur des projets qui teintent l'agriculture en fait. À l'évidence, le biométhane fait partie de la mixité future pour une agglomération comme la nôtre. On estime dans notre schéma directeur des énergies qu'il représentera 9% en 2050, ce qui représente quand même 6 à 7 unités installées sur le territoire. Et toute la difficulté, c'est dans un territoire où le foncier est rare et cher, au demeurant, concernant une activité qui n'est pas sans nuisance, qui n'est pas sans risques environnementaux, entre les émissions de protoxyde d'azote, les émanations olfactives, etc. Ça n'est pas simple. C'est une gageure que de réussir à installer sur un territoire aussi étroit que le nôtre des unités. Ça signifie que soit on réussit à le faire, soit on s'appuie effectivement sur les productions plus rurales, comme vous le citiez, et on laisse faire des initiatives dans le hinterland, en les soutenant au besoin financièrement. On peut aussi entrer capitalistiquement dans ces initiatives-là. Mais ça fait partie du mix. Le gaz restant pour longtemps irremplaçable pour un certain nombre d'usages, mais il faudra se dépêcher de le décarboner. Alors, la méthanisation, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais un énorme enjeu, c'est quand même les émissions de méthane. Et là, on est sur une problématique bien pire que celle du CO2. Alors, on va pas, mais ça, le méthane, souvent, il passe sous les radars parce qu'en fait, on convertit le méthane en CO2 et pour avoir justement un indicateur, on l'a évoqué en début, c'est parce que c'est facile, ça parle, voilà. Mais le méthane, c'est un enjeu énorme. Donc là, avec les unités de méthanisation, on force finalement la production de méthane par rapport au CO2. Donc, gros point de vigilance. Donc là, c'est le problème de la qualité des unités. Et en termes de performance, c'est intéressant si on peut injecter le méthane dans le réseau. Et c'est là qu'on est fort. Parce que quand même, souvent, on se retrouve face à des situations où on fait de la cogénération, c'est-à-dire que le méthane est utilisé dans un moteur qui va produire de l'électricité et de la chaleur. Ça, c'est normal, tout moteur fait ça, mais non. Et on va se creuser la tête pour trouver des usages de la chaleur, parce que l'électricité, elle va pouvoir être injectée dans le réseau, mais comme on est en zone rurale, et ben, des usages de chaleur, il n'y en a pas beaucoup, donc on va inventer des tas de choses pour justifier d'eux. Donc, voilà, les unités efficaces et performantes, c'est grosse vigilance sur les fuites et 2, injection du méthane dans le réseau. Et ça, c'est génial parce que vous soyez sur du méthane d'origine organique, hein, ou que ce soit du méthane fossile, eh ben, ça, à l'autre bout, ça ne se voit pas, c'est transparent, vous avez exactement les mêmes usages. Et évidemment, l'enjeu, c'est d'injecter un maximum de méthane biosourcés donc dans les réseaux, pour faire baisser l'empreinte fossile. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Hein. Moi, j'aime bien la forme. Je dis souvent que les futurs rois du pétrole sont les gaziers, en fait, parce qu'ils ont le réseau et ils ont la capacité justement de jouer sur ressources fossiles, ressources biologiques. Et ça c'est très puissant. Avec en plus derrière toute la connexion au réseau électrique avec la méthanation, etc., etc. Mais bon, là, on ouvre ça. Mais le réseau, en plus, c'est génial parce que le réseau, c'est une zone de stockage. Hein, donc, bref, c'est clé. Le réseau de gaz, c'est une clé de la transition énergétique.
Et ça, je pense que ça peut faire l'objet de 5 heures. Merci beaucoup. Je laisse la main à Maxime. Je crois aussi qu'il a une question à vous poser. Oui, vous aviez parlé, Jérôme Monod, des matériaux biosourcés. C'est clair que c'est important, notamment pour la rénovation et puis pour d'autres usages, plein d'usages en fait. On a une question dans le chat de Dominique Lefort qui nous demande que s'il n'y a pas un risque finalement que la forêt se substitue aux énergies fossiles et soit la victime en fait une victime de la transition énergétique par cet appel de la demande des matériaux biosourcés. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Dans vos travaux, Jérôme, par exemple. J'ai pas de chiffres là-dessus. Je n'ai pas entendu ce danger-là. Alors, la forêt, alors les matériaux biosourcés dont on parle, nous, en fait, on va chercher les tanins. Hein. Les tanins, il y en a un peu dans tous les végétaux. Nous, on traite beaucoup mes collègues sur le mimosa. C'est pas les grands arbres, quoi. Après, la forêt en Europe et en France notamment, elle a fait qu'augmenter de taille ces dernières décades. Hein. Elle est importante. Elle est plus importante que elle était au 19e siècle. Après, je ne sais pas. Franchement, il faudrait faire des calculs, des comptes, etc., en masse, en volume, etc. L'avantage, alors ce dont je parlais, moi, c'est des matériaux qu'on fait mousser, c'est-à-dire qui sont hyper aérés, et c'est des super isolants, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de matière, la plupart du volume, c'est des pores, donc des poches d'air de différentes tailles, et qui vont servir d'abord, la première application, évidemment, c'est l'isolation thermique, et la deuxième, c'est plutôt pour du stockage. Donc, c'est très peu de matières premières, en fait, qui est utilisée. En fait, on les fait par de la chimie, du végétal. On les fait mousser et remplir d'air. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas de vraie réponse à cette question. Ça me fait penser, je réagis juste à l'histoire des réseaux, là. Et puis, il y avait une question sur la méthanisation. Alors, nous, on n'est pas, en termes de laboratoire de recherche, peut-être qu'on travaille un peu sur la méthanisation, mais c'est d'autres laboratoires. Là, c'est pour Lucie. Notamment, je sais qu'on a beaucoup travaillé via l'ENSAIA à la méthanisation dans les fermes, pour l'autonomie énergétique des fermes. Ça marche bien. Réinjecter dans le réseau, et effectivement, c'est la problématique des infrastructures. Elle est importante. S'il faut les reconstruire, ça coûte cher. Et quand on a une infrastructure qui marche, on voudrait la mettre, donc on met le méthane, on voudrait mettre l'hydrogène aussi, mais c'est compliqué, c'est une petite molécule qui passe partout. Et aussi la problématique du réseau électrique. On l'a mentionné un petit peu au début, la problématique des renouvelables intermittentes et la gestion par le réseau électrique. Ça, c'est un vrai sujet qui concerne d'autres disciplines chez nous, mais je voulais le mentionner parce que c'est clé, la gestion du réseau, des réseaux, des vecteurs énergétiques, qu'ils soient gazés ou qu'ils soient électriques, des réseaux d'énergie, pardon, qu'ils soient gaz ou qu'ils soient électricité, c'est vraiment clé. On n'a pas envie de les reconstruire. Donc, et ça pose des problèmes, soit de mettre de l'intermittent, soit de mettre des nouveaux gaz. Voilà. Je rappelle que pour l'intermittent, le problème, c'est que quand vous êtes quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, il vous faut quand même de l'énergie. Il le faut tout de suite, un truc qui répond tout de suite. Et ça, alors nucléaire éventuellement, mais souvent dans les mix énergétiques d'autres pays, c'est le gaz. Ça peut être le gaz ou c'est le charbon. Et donc c'est très négatif. Le gaz, justement, le gaz est justement. S'il est vert, le gaz, s'il est vert. Voilà. Et l'interface réseau de gaz électrique par le biais de la méthanation, là, on tient la clé justement du pilotage et de la gestion de la variabilité. C'est un sujet, on pourra en parler des heures de l'adaptation du réseau électrique qui est passionnant. Ce sont des défis qui sont très motivants. Est-ce qu'on a une minute auprès peut-être de Thierry pour parler de la forêt et après on pourra passer à la conclusion. J'ai bien compris que vous souhaitiez un mot de ma part sur la forêt, c'est ça? Il n'y a pas eu vraiment la forêt en une minute.
Oui, rappeler simplement que la forêt a des vocations multiples de production, bien sûr, pour la production de chaleur, mais aussi de naturalité et aussi d'usage ludique. Donc la forêt a des usages multiples. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une pression sur la forêt? Je ne saurais répondre de manière univoque, c'est pas évident. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut être attentif à cette question et merci à l'intervenant sur le chat de rendre attentif au fait que c'est pas simplement un gisement qui, pour renouvelable qu'il soit, autoriserait de taper dedans à l'infini. Il faut être très attentif. Aujourd'hui, nos inquiétudes sur le massif vosgien qu'on partage entre Lorrains et Alsaciens, elle est d'une autre nature. C'est que la forêt est tout simplement en train de muter et de mourir, pour dire les choses telles qu'elles sont. J'habite au pied des Vosges et je me désole quand j'y vais. Les derniers étés ont été, au sens littéral du terme, ravageurs. Hélas, ces temps-ci, il y a beaucoup de bois à cueillir en forêt, énormément, mais ça ne dit rien sur l'avenir de la forêt. Une forêt se gère sur un siècle. Il va falloir en faire un sujet à part entière et qui mérite toute l'attention. Il est hors de question pour une agglomération comme Strasbourg d'utiliser inconsidérément une ressource en se disant après nous le déluge, on va utiliser du bois. Il se trouve que la ville de Strasbourg est un grand propriétaire de forêts et elle envisage déjà ces forêts périphériques ont fait l'objet de classements et puis elle dispose de forêts sur les hauteurs vosgiennes dont elle suit l'évolution avec grande attention et aussi avec une ambition particulière d'en faire un puits carbone et un lieu de naturalité. Et donc, il y a des usages contradictoires et là encore, il y a matière à débat, à tout le moins. Mais je crois que cette question de la forêt, sur la forêt, peut nous faire toucher du doigt en fait la nécessité d'avoir une vision globale et qu'il va falloir faire des choix parce que cette question sur la forêt, c'est la même sur l'agriculture en fait. Aujourd'hui, on reporte sur l'agriculture. Bon, on a parlé de matériaux biosourcés, donc ça veut dire on va se tourner vers, je sais pas, le maïs, le blé pour des usages qui ne sont pas alimentaires, pour remplacer des usages qui provenaient avant des fossiles. Et à un moment donné, les surfaces, elles sont là. On ne peut pas les démultiplier ou alors il faudrait encore prendre sur la forêt. Donc en fait, on voit bien qu'il va falloir faire des choix et on voit bien que la transition, c'est pas, je vis comme avant, mais j'utilise, d'autres techniques et d'autres ressources. Je pense que là, on le sent très, très bien à travers ces questions-là. Mais ça peut être une chance aussi. Ça peut être une chance avec le lin, par exemple, qui a de multiples usages et qui est une culture intercalaire et qui fournit en plus de l'engrais au sol. Donc, en étant intelligent et en faisant vraiment confiance à l'intelligence, on peut faire émerger des solutions qui sont gagnantes à tous les coups et de tous les points de vue. Mais il faut bien y réfléchir avant. Il faut bien réfléchir et il va quand même falloir qu'on change nos pratiques et nos habitudes. Et en plus, le lin, c'est très joli quand on le voit dans les champs. Et c'est agréable à porter. En tout cas, pour conclure, je vous remercie infiniment. Moi, je suis ravie parce qu'on a pu évoquer un large éventail du mix énergétique, des pratiques opérationnelles et techniques et des défis finalement qui sont encore tous de l'ampleur des défis qui sont devant nous. Et donc, moi, je note quand même la nécessité effectivement de mutualiser, de créer des synergies pour réussir à aller plus loin, justement, ensemble et faire rayonner tout ça sur le territoire. Donc, Lucie et moi, on se permettra de revenir vers vous, chers intervenants, pour évoquer des pistes, effectivement, et faire avancer tout ça. Dire aussi aux auditeurs, justement, qu'ils sont évidemment les bienvenus et qu'on est à votre disposition à la DEPAS pour répondre à vos besoins sur mesure, enfin, à vos enjeux personnels, organisationnels, etc. Et en tout cas, à nouveau, un grand merci pour ces échanges riches et ces débats. Donc pour la première pierre justement de la communauté DD et pour la communauté bioéconomie. Merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation et pour l'attention. Merci à tout le monde. À très bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir.
Au revoir.